Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on explore un monde qui fascine autant qu'il interroge un peu. Celui des influenceurs qui n'existent pas vraiment. Ah oui, Des personnages créés par ordinateur mais qui rassemblent des millions de followers. on pense immédiatement à Lil Miquela, bien sûr. Oui, Cet avatar qu'on a vu collaborer avec Prada ou Samsung, elle a même fait des couvertures de magazines. c'est fou. Plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, c'est énorme. C'est ça. Alors, la question c'est comment ça marche exactement? Pourquoi les marques semblent tant les apprécier? Oui, pourquoi cet engouement? Et puis, qu'est-ce que ça change pour nous, pour le public? C'est un peu ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, qui sont-ils vraiment, ces influenceurs virtuels? Elles se sont des créations 100% numériques. D'accord. Elles ont une vie, une personnalité, un style, mais tout est inventé, créé de A à Z. Lil Miquela, on l'a dit, c'est sans doute la plus médiatisée, Hmm. mais il y en a d'autres, hein. Ah oui, on trouve aussi des profils comme Chudugram, on la décrit souvent comme le premier super modèle virtuel, C'est ça. ou Nounouri, qui a un style beaucoup plus cartoon, très stylisé. Et derrière ces visages, comment ça se fabrique? Alors, c'est un mélange de technologies. Il y a de la modélisation 3D, bien sûr, de l'animation. D'accord. Et de plus en plus, il y a de l'intelligence artificielle qui entre en jeu pour leur donner vie, parfois pour gérer leurs interactions, leurs réponses. Pour les rendre plus réalistes, Oui, certains visent un réalisme assez bluffant, au point qu'on pourrait presque s'y tromper. D'autres, au contraire, assument complètement leur côté artificiel. c'est intéressant. En fait, le principe de l'avatar, bon, c'est pas nouveau si on pense aux jeux vidéo, Non, c'est vrai. mais leur utilisation comme de vrais influenceurs marketing, ça c'est une tendance qui a vraiment explosé depuis les années 2010, quoi. Et justement, cet intérêt très marqué des marques, comment on l'explique? Il y a des raisons claires. Ben oui, il y en a plusieurs. La première, et elle saute aux yeux, c'est le contrôle. Le contrôle total. Exactement. Un avatar, ça ne crée jamais de scandale, il n'y a pas de risque de dérapage, pas de vieux tweets embarrassants qui ressortent des années après. L'image est maîtrisée à 100%. Tout à fait. Verrouillé. Et puis, il y a la disponibilité. Ah oui, Ils sont disponibles H24, 7 jours sur 7, jamais malades, pas de vacances. pas de contrainte d'agenda. Voilà. Ils peuvent être présents partout en même temps, à Tokyo, à New York, sans les coûts et la logistique d'un shooting réel avec des humains. Ça ouvre des possibilités créatives assez dingues, j'imagine. Ah bah oui, la créativité n'a plus vraiment de limite. Si une marque veut faire poser son avatar sur Mars, techniquement c'est possible. Côté financier aussi, j'imagine que ça joue. Même si la création au départ doit coûter un peu. Oui, la création initiale peut demander un budget, c'est vrai. Mais sur le long terme, ça peut s'avérer moins cher qu'une célébrité humaine, dont les tarifs peuvent vite grimper. Et la marque peut même être propriétaire de son influenceur. Exactement. La marque peut posséder son propre avatar. C'est un actif en quelque sorte. D'accord. Mais bon, toute cette perfection, ce contrôle, ça soulève aussi des questions importantes, hein. Oui, j'imagine. Lesquels, par exemple? La grosse interrogation, c'est celle de l'authenticité. Comment un personnage fictif, qui n'a pas de corps, pas d'expérience réelle, Peut donner un avis sincère sur un produit. voilà, un produit qu'il n'utilise pas, par définition, est-ce qu'on peut vraiment parler d'avis crédible? Et la transparence dans tout ça. Est-ce que c'est toujours clair pour le public qu'il s'agit d'un avatar? Pas toujours, justement. Il y a eu une étude britannique intéressante qui montrait qu'environ un tiers des 18-34 ans suivaient des profils sans même savoir qu'ils n'étaient pas réels. Ah oui, quand même. La frontière est floue. Très flou, et ça pose aussi la question de l'impact sur les standards de beauté. Comment ça? Ces avatars sont souvent parfaits, très idéalisés, parfois totalement irréels. Ça peut renforcer des standards déjà assez difficiles à atteindre dans la vraie vie. D'accord. Et puis, une autre question, c'est qui les crée? Est-ce qu'il y a une bonne représentation? On a eu le débat avec Chudugram, l'avatar noir créé par un photographe blanc. Ça pose question. Et le public, justement, comment il réagit à tout ça? Et c'est accepté? Il y a de la méfiance? C'est assez partagé en fait. Les plus jeunes, la Gen Z notamment, semblent souvent plus ouverts. Ils ont grandi avec ça un peu. C'est ça. Habitués aux avatars des jeux, aux filtres sur les réseaux, ils acceptent plus facilement cette part de fiction, on dirait. Et les autres? D'autres sont plus méfiants, surtout quand ça touche à des produits où l'expérience réelle compte beaucoup, comme la nourriture, les cosmétiques. Logique. Pourtant, on voit qu'un lien émotionnel peut quand même se créer. Un peu comme on s'attache à un personnage de série télé finalement. Intéressant. Et si on regarde vers l'avenir? Ouais. Avec les progrès de l'IA, la réalité augmentée, les métavers dont on parle beaucoup? Oui, la technologie avance très vite. On peut imaginer des intelligences artificielles encore plus performantes pour gérer les interactions, pour les rendre plus naturelles.
Une intégration dans des mondes virtuels. Tout à fait. Dans la réalité augmentée aussi, on verra sans doute de plus en plus de modèles hybrides, je pense. C'est-à-dire? Des campagnes qui mélangent influenceurs réels et virtuels. Ou même des collaborations directes entre un humain et un avatar. C'est vraiment un domaine qui bouge beaucoup. C'est clair. Finalement, tout ce phénomène, ça nous interroge vraiment sur notre propre rapport à l'image, à l'influence et même à la réalité, non? Oui, Quand la frontière entre ce qui est réel et ce qui est virtuel devient si mince, qu'est-ce que ça dit de nos connexions, de ce qui nous touche, de ce qui nous influence vraiment? c'est une question très intéressante pour réfléchir et continuer à observer l'évolution de tout ça. C'est tout pour aujourd'hui sur Com3Com. Rendez-vous au prochain épisode.